Pour ça, c'est très simple. Fiscalement, quand tu absorbes une société, ou qu'il y a une société qui est absorbée ou qu'elle est scindée, c'est la même chose dans les deux cas. Fiscalement, quand tu es sous le régime de droit commun, donc le régime de droit commun, c'est le régime par défaut, c'est le régime normal, c'est les régimes de base, c'est quand tu n'as rien fait de particulier. Dans ce cas-là, le fisc, il considère que la société, elle a été vendue. OK? Il sait qu'elle n'a pas été vendue, il sait bien qu'elle a été absorbée. On va dire que c'est une société absorbée. Il sait bien qu'elle a été absorbée, c'est pas le cas. Mais fiscalement, il dit, moi, je veux raisonner comme si on avait vendu la société. OK? Et quand tu vends une société, il faut que tu imposes tes provisions qui sont devenues sans objet, on va y revenir tout de suite après, et ben, tes plus-values latentes. Et donc, c'est pour ça que lorsque une société est absorbée ou une société est scindée, il faut imposer ses provisions devenues sans objet et ses plus-values latentes parce que on considère fiscalement que c'est comme si on avait vendu la société. Maintenant, on va prendre un exemple. On va dire, alors on va commencer par le plus simple, on va commencer par les plus-values. On se dit, toi, tu as une société. Ta société, elle a un terrain. Ok, le terrain, tu l'as acheté 10 000 euros. Maintenant, le terrain, si tu le vendais aujourd'hui, il vaudrait 15 000 euros. Ok, donc tu aurais 5 000 euros de plus-value. Ok, bon, on est d'accord que c'est de la plus-value qui est latente. Parce que toi, ton terrain dans ta société, tu ne l'as pas vendu. Il est toujours chez toi. Mais si tu le vendais tout de suite, tu encaisserais 15 000 euros. Et comme il t'a coûté 10 000, ça te fait 5 000 euros de plus-value. Donc, tu as 5 000 euros de plus-value latente. OK? Eh bien, lorsque tu vends une société, donc on va dire que là, aujourd'hui, tu vends ta société avec ton terrain, il faut qu'on considère que tu as fait une plus-value sur le terrain. OK? C'est-à-dire qu'au moment où tu vas vendre ta société, tu vas déclarer aux impôts une plus-value sur ton terrain de 5 000 euros. OK? Bon, je schématise un petit peu, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le principe, c'est comme ça que ça se passe. OK? Je dis que je schématise, que tu vas pas déclarer que tu as vendu le terrain, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en tout cas, fiscalement, tu vas être imposé sur la plus-value de ton terrain. OK? Alors que techniquement, tu n'as pas vendu le terrain, techniquement, tu as vendu la société. On est bien d'accord là-dessus. Alors pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Ben, en fait, c'est logique, c'est-à-dire que, imagine, on continue l'exemple. Toi, t'as une entreprise, on va dire que ta société, elle a que le terrain dedans, ok? Tu as une société, puis tu as juste le terrain dedans, ok? Que tu as acheté 10 000 euros. Maintenant, si ta société, tu me la vends à moi, tu sais que le terrain qui appartient à la société, tu sais que le terrain, il vaut 10 000 euros. Donc ta société, il vaut 15 000 euros, pardon. Aujourd'hui, ça vaut 15 000 euros. Donc ta société, à moi, tu vas la vendre combien? Tu vas pas me la vendre 10 000 euros, tu vas me la vendre 15 000 euros minimum, puisque dans ta société, il y a un terrain qui vaut 15 000 euros, ok? Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, au moment de la vente, ça matérialiserait la plus-value sur le terrain. Tu vois l'idée? L'idée, c'est que tu fais pas, quand tu vends une société, tu fais pas de la plus-value sur la vente du terrain, tu fais de la plus-value sur la vente de ta société qui détient le terrain. OK? Et donc, encore une fois, lorsqu'une société elle est absorbée, eh bien, c'est comme ça que on va considérer que c'est comme si elle avait été vendue. Donc, ça veut dire que si on prend notre exemple là, et on dit que toi, tu as une société qui a un terrain de 10 000 euros, et le terrain aujourd'hui, il vaut 15 000 euros. Donc, tu as 5 000 euros de plus-value latente. Demain, ta société, elle se fait absorber par une autre société, ok? Eh bien, il va falloir que tu déclares auprès du fisc une plus-value sur ton terrain de 5 000 euros et que tu payes l'impôt sur les plus-values de 5 000 euros, ok? Encore une fois, dans les grandes lignes, c'est comme ça. Techniquement, c'est pas que tu déclares au fisc une plus-value sur le terrain, mais c'est que tu déclares au fisc que ta société a été absorbée et que dans le cadre de l'absorption, il y a une plus-value sur le terrain. Bon, bref. Ça, après, je rentre pas dans les détails qui sont vraiment techniques parce que là, ça sort totalement du cadre du DCG. Mais le principe à comprendre, c'est bien ça. C'est dans le cas
où ta société, elle est absorbée, même si le terrain, tu l'as jamais vendu, on considère fiscalement que tu as fait une plus-value sur ton terrain et que donc cette plus-value doit être imposée et tu vas payer de l'impôt dessus. Donc alors, là, peut-être que tu vas me dire, mais attends, c'est un peu bâtard parce que moi, je paye de la plus-value sur un terrain que je n'ai pas vendu, de machin, etc. Oui, mais en fait, ça se justifie parce que la société qui va absorber ta société, le terrain, elle va mettre quelle valeur de terrain? Elle va pas mettre 10 000 euros, elle va mettre 15 000 euros. Parce que lorsque tu fais l'évaluation de ta société, pour faire la parité d'échange, lorsque tu fais l'évaluation de la société qui est absorbée, tu fais son évaluation à la valeur réelle. C'est-à-dire que au moment où toi, tu es, en discussion pour dire, ah bah tiens, on va dire que c'est moi qui vais absorber ta société. Okay, donc toi et moi, on discute. Toi, tu dis, bah moi, j'ai une société. Dans ma société, j'ai un terrain que j'ai acheté 10 000 euros et j'aimerais bien que tu absorbes ma société. Moi, je te dis, bah ok, Younes, pas de souci. Moi, ça m'intéresse d'absorber ta société. Donc, en échange que moi, je vais absorber ta société, je vais te donner des titres, des actions de ma propre société. Ok, donc, en fait, je vais payer ta société, sauf qu'au lieu de la payer en cash, je vais la payer en actions. Okay, mais ça, on s'en fiche. Ce n'est pas la question de comment je vais la payer. La question, c'est le prix. On est dans cette relation-là. Toi, ta société, tu vas me la vendre combien? Sachant qu'il y a un terrain qui vaut 15 000. Ta société, tu vas me dire, bah, moi, je veux que tu me donnes l'équivalent de 15 000 euros en actions. Donc, tu vas me la vendre 15 000 euros. OK? Donc, on fait l'échange, 15 000 euros, ça me va. Donc, moi, j'absorbe ta société, je te donne l'équivalent de 15 000 euros en actions. Et dans ma comptabilité, j'ai donc une nouvelle société que j'ai absorbée avec un terrain à l'intérieur. OK? Eh bien, moi, dans ma comptabilité à moi, de la société absorbante, ce terrain, je vais le comptabiliser à 15 000 euros, la valeur du terrain. OK? Alors là aussi, il y a des petites subtilités, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Pour le moment, on va retenir ça. Retiens que quand moi, je vais absorber ta société, le terrain, je vais le valoriser à 15 000 euros. C'est normal, c'est le prix que ça vaut aujourd'hui sur le marché. D'accord? Eh bien, écoute, si on fait ça, regarde du point de vue du fisc. Si le fisc, il va se dire, mais attends, à l'époque, Younes, il avait acheté une société, il avait acheté un terrain à 10 000 euros, le terrain, il l'a mis dans une société, après, il a revendu la société 15 000 euros, et Natashon, qui a absorbé la société, eh bien, il a valorisé le terrain à 15 000 euros. Le fisc, il voit ça. Il se dit, oui, mais attends, entre le moment où Younes, il a acheté le terrain à 10 000 euros, et le moment où il a revendu la société qui détient le terrain à 15 000 euros, il y a 5 000 euros d'écart. Et ces 5 000 euros d'écart, ça représente de la plus-value. Eh bien, le fisc, il va vouloir imposer cette plus-value. C'est pour ça que dans le cas d'une absorption, il faut considérer que tes éléments d'actifs, comme ton terrain, qui ont des plus-values, il faut imposer les plus-values. Donc ça, c'est sur le principe du régime de droit commun si tu ne fais aucune option. Maintenant, je vais te prendre le cas de la provision qui est devenue sans objet. Alors, c'est dans la même logique. Okay, donc déjà, on a bien compris que le cas de la provision devenue sans objet, elle devait être imposée si la société elle est vendue, ou si la société elle est absorbée, ou si la société elle est scindée. Parce que dans les trois cas, le fisc, pour lui, c'est comme si la société elle avait été vendue, fiscalement parlant. Bon, une provision devenue sans objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta société, tu as fait une provision, donc tu as comptabilisé une charge pour une perte probable, ok? Et que, à cause ou grâce plutôt à l'absorption, la provision est devenue sans objet. Je te prends un exemple. On va dire que tu as toujours ta société, et dans ta société, tu as un litige avec un de tes salariés, ok? Un truc au prud'homme, de machin, etc. Donc, tu es dans une procédure judiciaire avec ce salarié. Et puis, ton avocat te dit, bah, écoute, Younes, là, ton affaire, je la sens mal, je sens que tu risques de perdre 5 000 euros. OK? Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas comptabiliser une provision pour risque et charge de 5 000 euros. Donc, la provision, tu vas la mettre au passif de ton bilan versus une charge, versus un compte de charge. Donc, comme tu as provisionné
et donc que tu as alimenté ton compte de charge, ton résultat, il a diminué. Comme ton résultat, il a diminué, tu as payé moins d'impôts, forcément. Imagine que tu avais fait un résultat bénéficiaire de 15 000 euros, moins la provision, la charge pour provision que tu as passée pour ton litige de 5 000 euros, ça te fait que tu n'as plus qu'un résultat de 10 000 euros et du coup, tu vas payer l'impôt que sur 10 000 euros. Okay, donc, quelque part, le fait de faire cette provision pour risque et charge de 5 000 euros, ça t'a fait économiser de l'impôt. Okay, eh bien maintenant, imagine que grâce à la fusion, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce que machin, c'est pas l'idée, mais c'est vraiment le principe. On va dire que grâce à l'absorption, le procès il aura plus lieu. Ok? Pourquoi? Bah parce que parce que on va dire que c'était moi ton salarié, par exemple, et moi du coup j'absorbe ta société, donc du coup je vais pas me faire un litige à moi-même, par exemple. Ok? C'est un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave. L'idée là, c'est de comprendre le principe. Eh bien, dans le cas où, grâce à une absorption, il y a une provision qui est devenue, qui n'a plus lieu d'être, ok? Eh ben, cette provision, il faut que tu l'annules, forcément. Et si tu annules cette provision, eh bien, ça veut dire que tu vas venir te rajouter du résultat. Et si tu te rajoutes du résultat, eh ben, tu te rajoutes de l'impôt. ok? Et donc, c'est pour ça que l'on dit que les provisions pour risques et charges, elles sont imposées. Parce que comme elles n'ont plus lieu d'être, eh ben, on les annule. Et comme on annule l'incidence de l'impôt dessus. Donc, le fait que grâce à ces charges-là, ces provisions-là, on a pu économiser de l'impôt. Alors, maintenant, pour les écritures, alors, à la limite, on peut te demander de faire l'écriture de reprise de provision. Si ta provision, donc là, c'est le cas du litige, on dit que tu avais une provision pour risque et charge qui est devenue sans objet, parce qu'on dit qu'il n'y aura plus lieu d'être. Ok. Donc là, tu pourrais passer une écriture. Donc l'écriture, ça va être quoi? Ça va être ta provision. Donc dans ton bilan, dans ton compte de bilan, ton passif, ta provision, tu vas la débiter. Donc tu vas sortir ta provision, tu vas l'annuler. Et puis tu vas passer un produit qui va être le compte de reprise sur dotation des provisions. Mais cette écriture-là, donc c'est un produit à 78 de mémoire que tu vas passer au crédit. Mais cette écriture-là, en vrai, généralement, elle ne va pas être demandée dans les exercices ou dans l'examen parce que c'est pas ça qu'on attend. Et cette écriture-là, elle n'a rien à voir spécifiquement avec l'absorption. Cette écriture, c'est l'écriture classique de reprise de provision. Ok? Donc, c'est la seule écriture qu'il pourrait y avoir, mais encore une fois, on la demande pas, enfin, c'est même plutôt rare qu'on la demande. Mais à part ça, non, il n'y a pas d'écriture puisque c'est un retraitement fiscal, donc extra-comptable, juste qui va concerner l'impôt sur tes plus-values derrière. Donc en fait, c'est plus au niveau de ta liasse fiscale que ça va se régler et de tes déclarations fiscales que ça va se régler. Mais là, on sort totalement de la comptabilité. C'est vraiment, je vais vulgariser, hein, mais c'est pas que tu vas passer une écriture, c'est que tu vas toquer chez le fisc, tu dire bonjour le fisc, j'avais une société où il y avait un terrain à 10 000, aujourd'hui le terrain il vaut 15 000, du coup je vous dois l'impôt sur la plus-value. C'est plus comme ça, c'est de la déclaration, c'est pas des écritures. Donc non, à part ce petit détail sur la provision, il n'y a pas d'écriture à faire. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que moi, encore une fois, tu sais, moi ce que je dis toujours, c'est que moi, mon objectif, c'est de vous préparer à la réussite de l'examen. Donc, je vais te faire un petit focus là-dessus. Lors de l'examen, pour ce cas précis, ce que tu risques d'avoir, c'est une question où tu as un exercice de fusion et dans cet exercice, on te dit, dans le cadre de l'absorption, dites-nous ce qu'il va arriver aux plus-values latentes et aux provisions devenues sans objet suite à l'absorption. Voilà, et on va te poser cette question-là. Et c'est à toi de répondre à cette question. Eh ben, dans le cadre de cette fusion, les plus-values latentes et les provisions devenues sans objet vont être imposées. Point barre. En fait, on n'attend pas plus que ça. On attend juste ce que tu répondes que dans le cas d'une fusion au régime de droit commun, les plus-values latentes et les provisions devenues sans objet sont imposées. Point. Si tu réponds ça, tu as les points à la question. C'est pas plus compliqué.
je vais maintenant aller, pour terminer, hein, je vais aller un petit peu plus loin aussi et anticiper un petit peu la suite du cours que tu es en train de faire pour vraiment avoir que tu aies l'explication la plus complète. Là, on parle encore une fois du régime de droit commun. Le régime de droit commun, ça veut dire que tu fais une fusion euh, sans faire aucune option fiscale. Ok. Donc, ça veut dire que fiscalement, tu n'optimises rien du tout. Quand tu vas parcourir le cours, tu vas voir que tu as la possibilité d'adhérer à un régime de faveur. Ok. Ce régime de faveur, qui est dans les faits tout le temps utilisé, hein, ce régime de faveur, il te permettra, toi qui as vendu, enfin, pardon, qui a fusionné ta société, qui a été absorbée, ou qui a été, on peut dire globalement que tu as été vendu, hein, quand ta société elle est absorbée quelque part, c'est comme si tu la vendais, sauf qu'au lieu d'avoir du cash, tu as reçu des actions en échange. Ok. Bon, bref. Donc toi, pardon. Donc toi, on se dit que ta société, elle a été absorbée. Il y a un régime de faveur où le fisc, il va rien te réclamer du tout. C'est-à-dire que grâce au régime de faveur, tu payes pas d'impôt sur tes bénéfices, ok? Tu payes enfin, sur les bénéfices que tu as fait tout de suite, évidemment. Si tu as fait des bénéfices avant les années précédentes, tu payes de l'impôt, bien sûr, mais les bénéfices qui viennent d'être faits au moment de la fusion, tu payes pas d'impôt dessus. Tu payes pas d'impôt sur les plus-values. Tu payes pas d'impôt sur les provisions devenues source jet. Tu payes rien du tout avec le régime de faveur, ok? Donc, c'est-à-dire qu'avec le régime de faveur, toi, ta société, elle s'est fait absorber, tu as gagné des actions d'une autre société, point barre, merci, au revoir, c'est tout, ok? Donc, c'est génial pour toi. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce régime de faveur? Parce que le fisc, évidemment, il ne te fait pas un cadeau. Il va retrouver son argent un jour ou l'autre. Le fisc, en fait, il va tout imposer, mais chez l'absorbante, chez la société qui t'a racheté. C'est-à-dire que on avait dit dans l'exemple que c'était moi qui rachetais ta société, par exemple. Eh bien, avec le régime de faveur, ton terrain que tu as acheté 10 000 et qui maintenant il vaut 15 000, toi, tu vas pas payer d'impôt sur les plus-values à hauteur de 5 000 euros. Ok. Toi, tu payes rien du tout. Mais dans ce cas-là, c'est moi, la société absorbante, qui, au moment où je vais revendre le terrain, je vais payer ta plus-value à toi plus ma plus-value à moi. Je te prends un exemple. Donc, on a dit, toi, ton terrain, tu l'as acheté 10 000. Après, tu me l'as, entre guillemets, tu me l'as revendu 15 000 parce que tu m'as revendu ta société où ton terrain, il valait 15 000 dedans. OK? Donc, c'est un petit peu comme si tu l'avais revendu 15 000. Mais tu n'as pas payé d'impôt sur les plus-values. Donc, moi, dans mon bilan de la société absorbante, j'ai dans mon patrimoine un terrain qui vaut 15 000 euros. OK? Maintenant, moi, demain, le terrain, je le vends. Le terrain, je le vends 17 000 euros. OK? Donc, normalement, ma plus-value, c'est 2 000 euros, puisque le terrain, je l'ai acheté, entre guillemets, tu as compris, je l'ai absorbé, etc. Le terrain, il m'a coûté, on va dire, 15 000 euros, et je l'ai revendu 17 000 euros. Donc, j'ai fait 2 000 euros de plus-value. Donc, je dois payer de la plus-value de l'impôt sur les plus-values sur 2 000 euros, normalement. Eh bien là, non, parce qu'avec le régime de faveur, puisque toi, tu n'as pas payé d'impôt sur ta plus-value, tes 5 000 euros, eh bien moi, au moment de revendre le terrain 17 000 euros, je vais payer de la plus-value non pas sur 17 000 moins 15 000, mais sur 17 000 moins 10 000 euros, c'est-à-dire le prix que toi, tu avais acheté à la base. Du coup, je vais payer de la plus-value sur 7 000 euros. Et 7 000 euros, c'est quoi? Bah, c'est 5 000 euros de ta plus-value à toi que tu avais fait à l'époque, au moment où tu me l'as revendu, plus les 2 000 euros de plus-value que moi j'ai fait tout seul, entre guillemets. Okay. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec le régime de faveur. La société absorbée, on lui demande rien du tout. Et c'est la société absorbante qui va supporter le poids fiscal de l'absorption de la société. Okay. Donc, ça permet plusieurs choses, ce régime de faveur. De un, eh ben, la société absorbée, elle n'a rien à décaisser. Parce que, encore une fois, techniquement, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Techniquement, toi, tu as une société, tu me l'as, grosso modo, tu me l'as vendue et tu as eu des actions en échange. Mais tu n'as pas eu de cash. Donc, imagine que toi, tu n'as rien touché en cash et que tu dois payer des impôts tout de suite, ça va être relou pour toi.
Donc, c'est la première chose qui est bien. Et la deuxième chose qui est bien, c'est que au moins, ça va permettre de payer l'impôt plus tard. C'est-à-dire que de mon côté, moi, la société absorbante, ok, je vais devoir payer de l'impôt sur les plus-values à ta place. Ok, mais au moins, je ne vais pas le payer tout de suite. Je payerai l'impôt sur les plus-values le jour où je vendrai ton terrain. Enfin, le terrain que tu avais acheté à l'époque et du coup, moi que j'ai acheté. Donc, ça permet au moins de ne pas payer l'impôt tout de suite. Ça ne permettra jamais d'économiser de l'impôt. OK? Ça, de toute façon, c'est un principe de base qu'il faut bien comprendre. C'est que le système fiscal français est fait pour que tu n'économises pas d'impôts. Ça te coûte, tu vois qu'au global, ça coûte pas moins cher en impôts, c'est juste qu'on paye plus tard. Okay. Donc, au moins, on paye plus tard. Donc, voilà comment ça se passe pour le régime de faveur, et donc qui est le point que tu vas voir un petit peu plus tard.